Je soumets donc au conseil d'arrondissement le rapport suivant. Après le démantèlement, en prévision, ayant pour objectif le démantèlement de la jungle de Calais, ainsi que de l'accueil par la France de près de 30 000 migrants, j'ai retenu le terme officiel, encore une fois, le terme réel est évidemment clandestin, de 30 000 migrants sur 2 ans, consécutivement au plan de relocalisation décidé par la Commission européenne, un organe ô combien antidémocratique qui n'échappe à aucun contrôle ni à aucun vote. Le ministère de l'Intérieur, plus préoccupé par ce qui se passe à l'extérieur, est en train de préparer un schéma visant à disséminer près de 12 000 migrants dans toutes les régions de France, exception faite pour l'Île-de-France et la Corse. Allez savoir pourquoi. Ils ont peut-être des éléments plus persuasifs, des arguments plus convaincants. Déjà, des villages ont été sélectionnés par les préfectures sans aucune concertation préalable avec les populations et les exécutifs locaux concernés. Marseille est fortement concerné et le 7e secteur, comme cela a été déjà le cas dans le village de la Croix-Rouge, se verra, n'en doutons pas, imposer un flot de migrants. L'autoritarisme de la décision du gouvernement, de plus, comme le silence du premier magistrat de la ville de Marseille, montre combien le mépris pour des Marseillais n'a aucune limite. Au nom des droits de l'homme, Marseille s'apprête à accueillir, loger, les nourrir, soigner aussi de nouveaux migrants et peut-être des milliers, alors que la liste des Marseillais en attente de logement, nous en avons parlé, s'allonge tous les jours, sans parler évidemment de ceux qui attendent un emploi, alors que 25% des Marseillais vivent en dessous du seuil de pauvreté et que beaucoup trop de petits Marseillais ne font qu'un repas par jour, celui qu'ils peuvent prendre à la cantine de leur école. Le rapport, je vais donc vous le lire. Très rapidement, les droits des Marseillais sont sacrifiés sur l'autel d'une politique migratoire insensée dont le maire de Marseille est le complice silencieux parce que convaincu du bien fondé de la décision autoritaire et unilatérale de l'État. L'accueil de migrants génère un coût financier et social que Marseille, soumise à la baisse des dotations de l'État, couplée à une gestion désastreuse, ne peut plus supporter sans augmenter la fiscalité locale. Comment peut-on demander aux Marseillais déjà durement éprouvés par la crise économique et sociale de contribuer financièrement à l'accueil de migrants sur le territoire de leur commune? L'exemple de la jungle de Calais montre que l'installation de camps de migrants situés à proximité des cœurs de ville engendre des tensions graves avec les habitants, nuit à l'ordre public, asphyxie l'économie locale et menace l'exercice des libertés individuelles garanties constitutionnellement. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à vous référer aux témoignages des commerçants, des routiers, bref, des Calaisiens, les vrais, ceux qui habitent à Calais depuis longtemps et qui subissent ce vivre ensemble. Doit-on rappeler que les corridors migratoires empruntés par les migrants permettent à des djihadistes de pénétrer sur le territoire de la République française en vue de commettre les attentats contre les Français et tous ceux qui vivent bien sûr sur notre territoire. Aujourd'hui, personne ne peut plus affirmer que certains terroristes et ennemis de la France soient infiltrés dans les groupes de migrants disséminés dans les centres d'accueil et d'orientation. Nous ne pouvons que constater que l'immigration massive, car le problème, il est là, l'origine du problème, comme la démission de l'État devant l'islamisme radical, nourrissent les revendications communautaristes contraires au principe de laïcité, principe constitutionnel, que sont tenus de respecter les élus locaux dans la mise en œuvre de leur politique municipale. Nous proposons donc au conseil d'arrondissement de prendre la délibération ci-après, pourtant 3 articles. Article 1. Le conseil des 13e et 14e arrondissements demande à monsieur le maire de Marseille de défendre les intérêts de Marseille et des Marseillais en inscrivant à l'ordre du jour du conseil municipal l'approbation de la charte « Ma commune sans migrants ». Si annexé. Article 2. Le conseil des 13e et 14e arrondissements demande à monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône l'organisation d'une réunion d'information et de concertation avec tous les maires de secteur et en ordonnançant un référendum citoyen pour connaître la volonté des Marseillais.
bien la moindre des choses. Et enfin, article 3, conformément à l'article L2511-12 et son deuxième alinéa, le Conseil des 13e et 14e arrondissements de la ville de Marseille demande l'inscription de la présente délibération à une prochaine séance du Conseil municipal. Et pour que l'information soit complète, la charte que nous proposons au maire de Marseille, comporte 8 points que je vais vous lire également. Point numéro 1. Les communes signataires s'engagent à s'opposer au plan d'accueil des migrants consécutif à la mise en œuvre par l'État français de l'accord européen de relocalisation prévu par l'article 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Article 2. Les communes signataires s'engagent à s'opposer au plan d'accueil des migrants consécutif au démantèlement de la jungle de Calais. Article 3. Les communes signataires s'engagent à ne verser aucune subvention aux associations dont l'objet social est de promouvoir l'immigration massive et ou l'accueil de migrants en situation irrégulière. Article 4. Les communes signataires s'engagent à s'opposer par tous les moyens légaux à l'installation de centres d'accueil et d'orientation et ou à l'extension d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Article 5. Les communes signataires s'engagent à utiliser tous les moyens légaux afin d'obtenir l'évacuation des camps sauvages de migrants ou la cessation de toute emprise irrégulière par des groupes de migrants sur le territoire de la commune. Article 6. Les communes s'engagent à utiliser tous les moyens de communication à leur disposition pour faire connaître leur opposition à l'accueil de migrants sur leur territoire. Article 7. Les communes organiseront une réunion publique d'information à destination des administrés afin de les renseigner sur l'impact des politiques d'accueil des migrants et les raisons objectives qui motivent une opposition à leur accueil. Et enfin, article 8. Adoptée en conseil municipal, cette motion doit être communiquée aux représentants de l'État, dans l'arrondissement et le département de la commune, au conseil départemental et au conseil régional dans lequel la commune a son siège. Mesdames et messieurs, qui souhaitent prendre la parole? Monsieur Marie. Monsieur le maire, ça marche? Monsieur le maire, donc, comme vous le savez, tout ce qui est exagéré est insignifiant. D'abord, je vous rappellerai que les accords du Touquet datent de 2003. Ces accords du Touquet ont été signés par un certain ministre de l'Intérieur appelé Nicolas Sarkozy, qui a mis les frontières de l'Angleterre à Calais, comme l'auraient voulu les Anglais lors de la guerre de 100 ans. Monsieur le maire, dans ce terme de migrants, vous savez qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qui fuient les persécutions, fuient la persécution. Marie s'exprimer comme les autres intervenants à suivre. Voilà, ces hommes et ces femmes, ces enfants fuient les persécutions, les guerres, comme l'ont fait nos ancêtres espagnols, italiens, arméniens, et on pourrait continuer. Monsieur le maire, 12 000 migrants, 12 000 hommes et femmes qui sont aujourd'hui dans des conditions abominables, des conditions indignes d'un état de droit comme la France. 12 000 personnes également qui font subir des nuisances à une population calaisienne qui n'a rien demandé. Donc ça c'est une vraie réalité. Ça c'est une vraie réalité. Monsieur le maire, on parle de pouvoir répartir 12 000 personnes dans 20 régions. Alors j'ai pris ma petite calculette, monsieur le maire. 12 000 personnes sur 20 régions, ça fait 600 personnes par région. La région PACA, monsieur le maire, comme vous le savez, fait 5 millions d'habitants. D'ailleurs, vous pourriez demander, je vois qu'il y a votre collègue M. Alosio qui a beaucoup de temps libre aussi dans ce conseil d'arrondissement, vous pourrez peut-être expliquer à votre chef de file Marion, celle pour qui vous avez tué le père, si j'ai bien suivi, hein, tel Brutus. Donc votre chef de file Marion, vous lui expliquerez qu'à 3 millions près, il avait raison, hein, il y a 5 millions d'habitants dans la région PACA. Donc sur la région PACA, 5 millions d'habitants, les Bouches-du-Rhône, ça représente à peu près 2 millions. Soyons là, monsieur le maire, sur les 600 personnes prévues dans la région PACA, on est un département assez riche dans les Bouches-du-Rhône, 300 personnes. Et sur les 300 personnes, monsieur le maire, 300 personnes, 150 à Marseille, même si Marseille c'est 850 000 habitants et les Bouches-du-Rhône c'est 1 100 000. Sur les 150 personnes à Marseille, monsieur le maire, on répartit par secteur, ça fait à peu près 20 personnes par secteur. Et si on continue encore par arrondissement, monsieur le maire, ça fait 10 personnes par arrondissement, ça fait 2 ou 3 chambres.
Et il ne s'agit pas de répartir ces personnes. Il s'agit pas de répartir ces personnes. Regardez sur la télé. Monsieur le maire, il ne s'agit pas de répartir ces personnes qui prennent la place des logements sociaux existants. Il s'agit de les mettre dans des centres d'accueil. Ma collègue Florence Mas, tout à l'heure, si vous accordez la parole, vous expliquera comment ça se passe à la Croix-Rouge. Elle s'y rendit sur place. Donc arrêtez, monsieur le maire, une fois de plus, d'agiter les peurs. Des peurs qui peuvent faire naître la violence. Une fois de plus, monsieur le maire, vous vous adressez aux plus bas instincts de nos concitoyens. Une fois de plus, vous n'avez qu'un but, monsieur le maire, faire le buzz. Oui, le buzz. Le buzz pour marquer le vide sidéral de votre gestion de mairie de secteur, de votre action. Le seul point positif de votre action, monsieur le maire, je vous l'ai déjà dit une fois, vous êtes un bon président du comité des fêtes. C'est vrai qu'il y a quelques petites fêtes sympas dans le parc de la mairie de secteur, mais je pense que c'est plus grâce à la qualité de vos services qu'à vous-même. Monsieur le maire, occupez-vous plutôt de la L2, de la ZAC de Sainte-Marthe, de l'urbanisation galopante de notre secteur, des déficits en équipement public, de la revitalisation de nos villageois. Votre bilan, monsieur le maire, c'est zéro, c'est nada, c'est niente, c'est walou. Voilà, monsieur le maire. Donc, monsieur le maire, bien entendu, nous voterons contre ce rapport, mais encore une fois, que des faits de manche pour 10 personnes par arrondissement dans des centres d'accueil. Et ensuite, Madame Conservatrice. Les hommes, pas seulement les femmes. D'abord les mecs et moi je parle après. Quelques remarques pratiques, monsieur le maire, avant d'arriver aux questions de principe que vous avez développées longuement dans la charte que vous avez lue, qui n'est pas à disposition. Alors, moi, j'aboutis pas, je trouve que c'est exagéré ce que tu fais, Stéphane, j'aboutis pas du tout au chiffre qu'il avance. Moi, j'aboutis à 30 sur les 13-14. Au lieu de 20. C'est polémique. Alors, c'est vrai que vous êtes très fâché avec l'arithmétique et les mathématiques au Front National. C'est une question qui est stupéfiante. Bon, votre Marion Maréchal Le Pen, c'est pas où elle habite, c'est moins qu'on puisse dire, c'est pas. Elle n'est pas dans l'habitant. Et après c'est très facile, vous savez, dès la classe de 5e, on sait que ce qui va distinguer les enfants en difficulté des enfants qui le sont moins, c'est la question du pourcentage. C'est très difficile, le pourcentage. Et manifestement, pour vous aussi. Si nous nous tenons simplement aux 12 000 de Calais, alors ici, vous avez donné, je vous les donne en pourcentage. Ça fait 2 pour 10 000 dans la population, de toute la région. Ça nous fait 164 à Marseille, on compte en 1000, et 30 dans le 13-14. 30 dans le 13-14, ça signifie plusieurs fois les gens qui sont passés déjà à la Croix-Rouge, mais ça, comme les journaux l'ont noté à cette époque-là, vous ne savez même pas qu'ils existaient, vous n'avez même pas vu. Donc ils ne gênent rien, ils sont là, vous n'avez pas vu passer, et vous ne verrez pas passer cela. Et par ailleurs, alors maintenant, juste après en dessous, ça c'est le français maintenant, c'est pas la proportion. Vous appelez 30 personnes un flot. Victor Hugo se très étonné quand même, dans l'exagération de l'affaire. C'est quoi une goutte alors? Je ne comprends pas. Où commence le flot, où commence la goutte là dans vos affaires? C'est quoi le flot? Le flot, vous avez des affiches partout, des migrants en flot qui écrasent la population. Alors c'est 30 personnes. Mais enfin, monsieur le maire, c'est quoi cette histoire-là? C'est l'histoire pratique. Je veux venir sur les principes, hein, parce que moi je ne me tiens pas seulement à cette question, je me traiter à la question générale. Et sur la question de Calais, ce qui peut-être me distingue d'autres, Stéphane Marie a parlé de la question des accords du Touquet, qui effectivement nous réduisent, nous, au rang de la situation des Turcs qui gèrent les réfugiés pour la Commission, pour l'Union européenne, et qu'on paye, parce que l'argument qu'on nous dit, c'est les Anglais, ils payent. Mais enfin, écoutez, les Anglais, ils ont qu'à gérer leurs frontières. C'est facile avec la question de Calais. Il faut éliminer les accords du Touquet, et puis faire en sorte que ce soit réglé en Angleterre, qui n'est même pas dans l'espace Schengen, et qui maintenant a décidé de quitter l'Europe. Alors écoutez, là, ça y est pas, ça, je ne sais pas pourquoi ça y est pas, pourtant c'est votre position officielle. Ce qui montre bien que ce que vous voulez, c'est faire peur aux gens. Ça y est même pas dans ce que vous proposez. Alors que j'entends Marine Le Pen tous les 2 jours dire il faut plus les accords du Touquet, ça y est même pas, ça ne vous intéresse pas. C'est pas la solution concrète qui vous intéresse, c'est de faire peur aux gens. Alors ensuite vous dites, mais ces gens-là qui vont prendre la place des pauvres, etc. Par exemple au Laurier, ça c'est la démagogie. Nous venons de voir le vote que vous avez émis. Il y a des pauvres là-bas, vous avez voté contre la rénovation qui était là parce que c'est mal fait, parce que si vous avez voté contre, vous n'avez pas posé une seule solution. Vous dites que c'est pour les pauvres, bien sûr que non, c'est pas ça. Vous voulez agiter les peurs pour très peu de monde, pour faire en sorte d'agiter les peurs en question.
Et maintenant, venons-en, quels sont les principes? Vous dites c'est les droits de l'homme, mais ce n'est pas les droits de l'homme. Mais ça, c'est un principe général, les droits de l'homme. Une fois de plus, je vois bien que vous êtes contre ça. Vous nous avez expliqué plusieurs fois que vous étiez contre les droits de l'homme, autrement dit contre la Révolution française, et la Révolution américaine, tiens, parce que c'est la première qu'on a parlé, c'est quand même la Révolution américaine. Et on revient toujours sur la même question. Les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, parce que vous n'êtes pas un humaniste. Voilà, c'est le fond de la question. Maintenant, si vous êtes d'accord avec ça, on commence à discuter. Mais vous n'avez pas le droit, simplement, monsieur le maire, de ne pas être en désaccord idéologique. Il y a des lois que vous devez respecter. Et ces lois, peut-être qu'un jour vous arriverez au pouvoir. J'espère que Dieu nous protégera dans cette situation. Mais peut-être qu'un jour vous arriverez au pouvoir. Vous l'avez dit souvent, je respecte la loi, et le jour où on sera au pouvoir, on changera la loi. Donc respectez-la. Et dans les lois que notre pays a signées, il y a ce qui vient de la Convention de Genève, il y a très longtemps. Il y a des lois que nous avons signées à l'ONU qui font que nous respectons le statut de réfugié. Vous nous dites, par exemple, les migrants, c'est les clandestins, vous rigolez. Vous avez vu ça, prenez un dictionnaire. Un clandestin, c'est quelqu'un qui n'a pas de papier. Les réfugiés, les migrants que nous avons, ils ont des papiers. Comment non? Mais arrêtez de parler sans savoir, bien sûr qu'ils les ont. La question, c'est de savoir se vérifier. C'est de vérifier s'ils ont le droit au statut de réfugié, de savoir si les papiers sont des papiers, ne sont pas des faux papiers, ça c'est une autre question. Mais en masse, ils les ont ces papiers. C'est pas vrai qu'ils sont des clandestins, non. Même en parlant des clandestins, moi je suis même prêt à prendre des clandestins, comme vous le savez. Mais c'est pas la question. C'est pas la question qu'on discute. Il y a un statut de réfugié. Un statut de réfugié dans lequel notre pays, par la constitution que nous avons, a signé le fait de respecter ce statut. Monsieur le maire, vous voulez nous faire voter quelque chose qui est anticonstitutionnel, et non seulement qui est anticonstitutionnel, qui est contre l'ensemble des trucs, des choses que nous avons votées depuis la Première Guerre mondiale. Ça, c'est la Convention de Genève. Et la Seconde Guerre mondiale, vous voulez nous faire remonter où? On va remonter à l'époque de Pétain, ça j'avais bien compris, mais là c'est même avant ça. C'est à 14 que vous voulez faire remonter. L'humanité a pacifié ses relations justement parce qu'elle a le statut des réfugiés partout dans le monde. Vous ne voulez pas le respecter? C'est ça que vous voulez nous dire? Il y a un statut, vous le connaissez, le statut, on peut en discuter un jour, vous n'êtes pas ici, faites un colloque, on viendra discuter le statut des réfugiés. Je suis sûr que vous ne l'avez même pas lu. Vous ne savez pas ce que c'est que la Convention de Genève. Vous voulez faire peur à tout le monde. Donc on discute des questions pratiques. 30 personnes. C'est avec ça que vous allez bannir tout un conseil d'arrondissement pour 30 personnes. Non, soyons sérieux. Et deuxièmement, si on n'est pas sur les questions pratiques et sur les questions de principe, discutons de ça. Votre parti va prendre le pouvoir pour remettre en cause le fait des choses que nous avons signées à l'ONU. Genre remettre en cause la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est ça que vous proposez? Merci. Moi, j'ai remarqué là, en arrivant dans la maison aujourd'hui, il y avait la Vierge Marie dans la montée de l'escalier. Ça y est. Donc j'ai remarqué, donc je vois votre attachement important à l'Église catholique romaine, et je voudrais quand même vous rappeler deux trucs, quoi. L'Église, c'est les propos du pape François, les propos de notre archevêque, M. Pontier, la parabole du bon samaritain, c'est-à-dire que vous êtes totalement en contradiction avec, vous nous faites adorer les icônes en mettant la peinture de la Vierge Marie, j'ai rien contre, j'ai rien pour non plus, mais par contre, vous adorez les icônes, mais vous ne les respectez pas. C'est-à-dire que les propos de l'Église catholique, que soi-disant vous vénérez, puisque vous voulez monter des édifices, vous n'en tenez aucun compte. C'est-à-dire que vous n'écoutez pas ce que disent les autorités catholiques de ce pays. Donc on ne peut pas à la fois avoir des yeux et pas d'oreilles et pas de langage. C'est-à-dire on est uniquement dans les icônes. C'est quand même le degré un peu juste de la compréhension. Donc, voilà, je ne dis pas, ça m'est totalement égal, mais vous prouvez là de l'appartenance religieuse que vous n'exercez pas et que vous n'exercez en rien. C'est pas ça, hein, la religion. Merci, ma sœur. Monsieur Long. Vous êtes resté sans voix là. Merci, monsieur le sénateur maire de section.
précurseur, mes chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui, encore une fois, ça s'est déjà fait dans d'autres conseils d'arrondissement que nous avons vécu ici, encore une fois, vous nous proposez une délibération de principe qui n'a aucun fondement juridique, puisque de toute manière elle ne sera pas adoptée, et qui est juste là pour assouvir un certain nombre de choses que vous portez haut et fort, vous et votre parti politique, depuis bien des décennies. Le précurseur a été le père Le Pen. Alors moi, je voudrais me prononcer à la fois sur le fond et sur le fond. Sur le fond, on ne peut pas accepter dans notre pays des personnes en situation illégale, avec ou sans papier, en situation illégale. Par contre, on peut humainement traiter ces personnes. Il ne s'agit pas de graines de poussière, ni d'ailleurs de kilos de poussière. On peut les traiter humainement, on peut réfléchir à regarder quelle est leur situation au regard de leur pays. Et moi, vous savez, comme un certain nombre d'entre nous ici, si aujourd'hui on habite ici, c'est parce qu'on a eu des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont subi les affres de la guerre et qui sont venus ici, qui ont été acceptés à cette époque-là. Et tant mieux, merci, bravo, on est très heureux. Et en hommage à mes grands-parents, mais à tous ceux qui sont dans cette situation-là, et ils sont nombreux sur les bancs de cette assemblée, eh bien, je crois qu'il faut traiter humainement ces personnes. Au-delà de ça, on en est où et pourquoi? Alors, bien sûr, c'est la faute à Sarkozy. Tout est la faute à Sarkozy tout le temps. C'est une bonne guerre à ce moment. Depuis 5 ans, il y a un gouvernement socialiste, et autant que je sache, il a échoué sur beaucoup de choses. Il a échoué sur l'économie, sur l'emploi. Macron s'est jamais tiré du gouvernement. Il a échoué sur les problématiques d'immigration, de sécurité. Il a échoué sur l'éducation aussi, puisqu'on vient d'avoir un rapport nous expliquant que bien, ce qui avait été décidé en 1982, il me semble que ça remonte à un certain Mitterrand avec Gaston Defferre dans son lot, eh bien, ce qui avait été décidé en 1982, eh bien, aujourd'hui était considéré comme un échec total, pour ce qui est d'éducation en tout cas. Ça, c'est pour le fond. Et puis sur la forme, monsieur le maire de secteur, faire un hold-up du conseil d'arrondissement pour quelque chose dont vous devriez parler au Sénat et dont vos amis députés européens devraient parler au sein du Conseil de l'Europe. Vous savez, là où ils n'ont pas été foutus de faire un groupe politique, les mêmes. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on en parlerait ici, ça n'a aucun sens d'évoquer ce sujet-là, qui est un sujet national. Et justement, alors je me suis dit, pourquoi est-ce que vous évoquez ça ici aujourd'hui? La seule explication que je peux voir à ça, je reviens, c'est que vous avez un problème d'existence politique en ce moment. Vous êtes médiatiquement absent. Entre la maréchale Le Pen, entre M. Rachid qui nous a fauché la gâche, entre la grande patronne, la grande prêtresse de votre parti et son père, ben c'est sûr qu'il n'y a plus de place. Et c'est compliqué. Alors, grâce à vous, bien, grâce à votre intervention, il y aura un peu plus de papier, d'informations, de télévision, de, bref, un tas d'informations diverses et variées sur le Front National. Et vous vous nourrissez de ça depuis que vous avez répondu tout à l'heure, vous avez effectivement fait référence au fait que vous avez été seul longtemps et vous avez prêché dans le désert. Puis les jours vous avez gagné, tant mieux pour vous. On verra combien de temps ça dure en attendant vous y êtes, et donc vous en profitez. Eh bien, moi je veux simplement vous dire que vous stigmatisez et vous vous nourrissez de la misère des autres. Je sais bien que ça vous gonfle ce que je vous dis. Écoutez, j'ai la même chose à votre encontre, alors. Donc, vous stigmatisez, oui, malheureusement. Et pourtant, j'ai pas mis le leçon. Et donc, ce que vous faites, c'est que vous divisez les Marseillaises et les Marseillais pour essayer d'en garder pour vous, d'un côté, et puis de l'autre côté, pour bien rejeter ce qui reste. Comme si bien nous étions les uns contre les autres. Moi, je me dis juste une chose, c'est que depuis 2600 ans, ici, on passe déjà de partout. Et que ça se passe pas si mal que ça, finalement.
Hein, ça se passe pas si mal que ça. Et qu'on arrive, vous le mettrez dans un de vos tracts poubelles, vous inquiétez pas. Et qu'on arrive ensemble à vivre de la meilleure des manières. Alors c'est pas facile, oui c'est compliqué, oui il y a des difficultés, bien sûr, mais les difficultés, on est plutôt là, me semble-t-il, pour essayer de les apaiser, plutôt que d'essayer, et c'est un mot que vous avez récupéré, pour essayer de les apaiser, plutôt que de leur mettre de l'huile sur le feu toute la journée. Alors écoutez, moi je ne suis pas pour la division, nous dans notre groupe, avec mon ami Monique Cordier, on est autour du maire de Marseille, Jean-Claude Bonnet, pour apaiser. Et donc votre proposition de délibération sans sens, eh bien moi je la mets juste à la poubelle et nous, eh bien, nous ne participerons pas au vote. Bien, merci monsieur le conseiller municipal. On a entendu dans tous les sens. Je rappellerai, on a parlé de Nicolas Sarkozy à juste titre, de François Hollande qui n'a rien fait pour améliorer la situation, qui a évidemment n'a fait que l'accentuer. Vous estimez donc que ces quelques migrants sont si peu nombreux, il ne s'agirait même pas de quelques gouttes, si peu nombreux que cela représenterait une trentaine de personnes seulement pour notre secteur, c'est ça? 20 à 30. 20 à 30, oui, hors taxe ou sans TTC. Vous, monsieur Joshua, pardon, vous rappelez, à juste titre, que les migrants que nous avons déjà accueillis, parce qu'il y en a déjà eu, à la Croix-Rouge, je n'en ai pas été informé par la préfecture, ni par le maire de Marseille, peut-être que lui-même n'est pas au courant non plus, que nous sommes depuis longtemps dans l'ignorance, jetés dans l'ignorance, que les exécutifs locaux et les habitants, sur Croix, ne sont pas informés de ce qui se passe depuis longtemps en matière d'accueil de migrants en particulier, de clandestins en général, de personnes en situation irrégulière en général, qui fait que Marseille n'en peut plus. On n'en peut plus. Au niveau national, ce sont 8 millions de pauvres qu'il y a dans notre pays, monsieur Joshua. En réalité, près de 6 millions de chômeurs, 1 million de travailleurs pauvres, sont sortis des statistiques du chômage. 120 000 SDF, je vous l'accorde, 55% sont nés à l'étranger. Voilà la situation de notre pays. Quant à notre ville, c'est 25% de ses habitants, ce sont 25% de ses habitants qui vivent, vous qui aimez les statistiques, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Une crise du logement sans précédent. Nous avons dans nos ordinateurs de la mairie au moins 800 demandes de logements sociaux en souffrance. Lorsque les quartiers entiers sont rénovés, monsieur Marie l'a si bien dit tout à l'heure, ça ne correspond même plus aux besoins. Donc il va falloir reloger des familles qui étaient déjà logées en attendant de devoir loger les nouveaux migrants. Je vous le dis, monsieur Joshua, monsieur Marie, monsieur Miron, derrière votre sentimentalisme, derrière vos déclarations dégoulinantes de bonne intention et de droit de l'homisme, il y a, on va dire, votre texte pondu dans la fureur révolutionnaire. Il n'y avait pas la CMU en 1793, monsieur Joshua. Lorsque l'on voulait se rendre en France, on avait plus de risques d'aller au fond de la mer Méditerranée plutôt que d'arriver à bon port vu les conditions de transport. Aujourd'hui, nous sommes à 1 heure en avion du tiers-monde qui ne fait que croître. Près de 800 000 Africains attendent, malheureux, je le vois, vous savez, pas tout à fait insensible, hein, je sais qu'ils sont malheureux, mais le réservoir du malheur, des gens qui ont tout perdu et qui veulent venir dans le pays dont ils n'ont plus voulu, parce qu'il était chez eux, eh bien ce réservoir est inépuisable. 800 000 Africains qui sont aux portes de la Libye. La Libye qui subit un chaos en raison, encore une fois, monsieur Marie ne me contredira pas,
de la désastreuse politique de Nicolas Sarkozy qui a voulu renverser le régime du colonel Kadhafi qui n'était pas au porte-drapeau de la bienveillance, de la démocratie, mais qui avait au moins le mérite d'accorder certaines libertés à son peuple et surtout en ce qui nous concerne, parce que je vous l'avoue, monsieur Joshua, mesdames et messieurs, c'est le peuple français qui me préoccupe d'abord. Eh bien, aujourd'hui, encore une fois, lorsque je sais qu'il y a 800 000 malheureux qui sont bloqués pour l'instant, qui s'agglutinent aux portes de la Libye, prêts à constituer ce flot, ce torrent migratoire, démunis de tout, prêts à se déverser sur l'Union européenne et en particulier sur la France, parce qu'il ne faut pas compter sur les Italiens qui, à la frontière, si on peut appeler encore ça une frontière, à Ventimille, regardent ailleurs, laissant passer les flots de migrants se rendant d'abord sur les Alpes-Maritimes pour ensuite aller ailleurs. Nos voisins belges qui ont laissé aussi passer des flots de migrants sur un champ, parce qu'eux aussi, ils savent très bien que la France, que la réalité française, la réalité des Français est gérée, entre guillemets, par des déclarations pondues il y a plus de 2 siècles, refusant de regarder la réalité en face. Vous m'interpelliez, je ne sais plus si c'est M. Miron ou si c'est vous, sur le fait que ce que nous proposons aujourd'hui, j'aurais dû le proposer au Sénat. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé, c'est les mêmes, de toute façon, c'est les mêmes. Monsieur Joshua portera ses voix, Monsieur Miron, l'année prochaine. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé au ministre de l'Extérieur, Monsieur Cazeneuve, de fermer les frontières et de réformer le droit d'asile, parce que tout ça était inadapté à la situation que nous subissons. Et Monsieur Cazeneuve, à votre image, m'a répondu textuellement: la tradition d'accueil héritée de 1793. Quelle référence! La terreur, ces Français qui sont massacrés par les colonnes infernales de la République, par avoir commis le seul crime d'être attachés à leur roi ou à leur Dieu. Eh bien, la tradition d'accueil héritée de 1793 fait l'honneur de la France et de la République, m'a-t-il dit. Je lui parle, j'évoque devant lui et devant la représentation nationale de réalité de 2016, des Françaises et des Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour au moins 8 millions d'entre eux. Combien de Marseillais sont dans une situation sociale, économique extrêmement grave? Combien sont-ils, de toute origine d'ailleurs? Eh bien, monsieur Cazeneuve n'en a cure et me répond idéologie. Et comme vous, je lui parle, j'évoque devant lui et devant vous situation sociale et économique de bon nombre de nos compatriotes marseillais d'origine, parce que ça existe, les Français de souche, monsieur Joshua, ça existe, ou Français d'origine qui se sont parfaitement intégrés à notre pays, qui en respectent les lois, les traditions, les coutumes, de toute confession, de toute obédience, qu'ils soient catholiques, juifs, musulmans, ceux qui aiment la France et qui se sentent français d'abord. Eh bien, parmi ces gens-là, parmi ces gens qui constituent, moi, la seule communauté que je reconnais, c'est la communauté nationale, eh bien, il y a des millions d'entre eux qui sont dans de grandes difficultés. Nous n'avons pas les moyens d'accueillir ces personnes, à moins que vous ouvriez vos maisons, votre appartement. Le ministre de l'Intérieur a lancé un appel aux Françaises et aux Français de bonne volonté. Monsieur Joshua, vous vous êtes engagé, vous nous avez rappelé votre engagement aujourd'hui à accueillir un migrant, parce que vous pouvez accueillir une famille. On va quand même pas séparer, il paraît que ce sont des familles. Moi, lorsque je regarde BFM, TF1, l'information officielle, je vois essentiellement des hommes célibataires, en tout cas sans femme, 40 ans, 30 ans, voire 20 ans, des hommes, des gaillards, des costauds, assez costauds pour agresser les routiers à Calais, pour agresser les forces de l'ordre, pour dévaliser les commerçants. Eh bien, ces individus
comme l'ont fait nos compatriotes il y a un certain nombre d'années. Eh bien, ils doivent se battre, monsieur Joshua, pour leur pays. Ils doivent se battre pour leur famille. Alors moi, je les invite à retourner dans leur pays. Et c'est ce que nous proposons au Front National en amont. Parce que là, nous gérons évidemment les conséquences de cette folle politique d'immigration qui se base encore une fois sur l'idéologie, sur la tradition d'accueil, sur le vivre ensemble, sur oh, il n'y en a pas beaucoup. Puisqu'il n'y en a pas beaucoup, combien vous m'en prenez, monsieur Marie? À la masse, combien vous nous en prenez? Combien vous nous en prenez? C'est les centres d'accueil. Les structures qui ont accueilli, les structures, je demanderai au public de ne pas prendre la parole, c'est là, comme le veut le règlement intérieur, je fais en sorte que l'opposition puisse s'exprimer dans le cadre. Merci de me laisser m'exprimer. Encore une fois, monsieur Marie, mesdames et messieurs, vous nous dites qu'ils ne sont que 30 aujourd'hui. Combien étaient-ils la fois dernière? Une vingtaine à la Croix-Rouge. Ces structures qui sont financées par l'argent public et qui sont mises à la disposition exclusive des clandestins, eh bien, moi je vous dis qu'ils pourraient bénéficier à nos compatriotes que je reçois et que je rencontre tous les jours, nos anciens. Certains qui ont lutté les armes à la main pour défendre ce pays, ses lois, ses traditions et ses coutumes. Et pour certains d'entre eux, d'origine étrangère, qui sont devenus français par le sang versé et par l'amour du pays qu'ils ont désormais. Eh bien, ces gens-là sont prioritaires pour moi. Et de voir des clandestins être servis avant eux, monsieur Joshua, monsieur Marie, monsieur Miron, eh bien, moi, je vous dis non. Et croyez bien que je ne suis pas le seul. Quant à madame Ponceramade, vous en venez à évoquer la Sainte Vierge, Notre-Dame de la Garde. Vous voyez dans ce tableau ce que vous voulez y voir. Vous voulez dans ce tableau, il n'est pas... Moi, on peut y voir une reine. On peut y voir une reine. Et avez-vous vu une croix? Et avez-vous vu un signe religieux? J'ai vu l'auréole. Et l'auréole est dans votre religion, pas la mienne. Est-ce que vous m'avez entendu évoquer ma religion? Je vous dis, alors ma religion, ça ne regarde que moi. Eh bien, dans ce tableau, qui a été fait par un graffeur du surnom de Snake 1331, vous pourrez vous connecter sur Internet, vous pourrez observer, contempler ses œuvres. Vous verrez que ça m'étonnerait beaucoup que ce soit un proche du Front National et des idées que je défends. Eh bien, nous avions demandé à ce Snake, à l'occasion de la fête dite des Marseillaises, de peindre, graffer avec les bombes, ce qui, selon son avis, symbolisait le mieux Marseille. Nous n'avons donné aucune condition religieuse et il a peint ce personnage, la reine des Marseillaises. Si certains veulent y voir Notre-Dame de la Garde, libre à eux ou libre à elle. Quant au message délivré par le pape François, très sincèrement, je préfère celui qui a été délivré par le pape Jean-Paul II, qui nous a quand même fait savoir qu'il était de notre droit de nous défendre devant certains phénomènes. Et au-delà de ça, je ne prends pas, Madame Ponceramade, mes ordres, mes consignes auprès de l'Église. Moi, je suis un responsable politique. Je me suis battu pour être maire de Marseille, maire de Marseille, c'est vrai, je suis devenu maire de secteur. N'en déplaise à certains qui n'ont toujours pas avalé l'anaconda, mais c'est comme ça, il va falloir me supporter encore quelques années. Eh bien, je ne prends pas mes consignes auprès de l'évêché ou auprès de l'archevêché. Je ne me réfère pas à la Bible ou à quelques livres sacrés que ce soit, je me réfère au code civil ou au code pénal. Je reste un politique laïque, pas amnésique. Je vous l'avoue, 7 siècles de chrétienté et de racines chrétiennes, cela ne s'oublie pas. Et cela ne saurait être du même... ça ne saurait avoir la même force que 30 ans de politique délirante d'immigration. Mais le résultat, il est là. Le résultat, il est là, c'est que nous avons aujourd'hui, nous subissons aujourd'hui
en réalité un torrent migratoire, Il y aura plusieurs petits Calais disséminés dans toute la France qui vont grossir parce qu'une fois que la jungle de Calais sera démantelée, eh bien elle se reconstituera puisqu'il n'y a pas de frontières. Et puisque vous appelez tous, de l'extrême gauche jusqu'à la droite molle, à toujours plus d'immigrés, toujours plus d'accueil au nom de la tradition, le jour où je verrai des familles, eh bien, au Camoin, je dis ça, je dis rien. Le jour où je verrai des familles de clandestins chez Monsieur Marie, chez Madame Masse, eh bien alors là, vous pourrez me faire la leçon. Mais le vivre ensemble, c'est une idéologie, et vous obligez les Français à passer du vivre ensemble au vivre avec. Eh bien, je vous dis que la coupe est pleine, parce que nous avons trop de misère. Nous avons trop de misère dans notre ville. Nous avons trop de gens dans la difficulté qui n'arrivent pas à se loger, qui n'arrivent pas à se soigner. Combien de personnes âgées je rencontre et qui me disent ne plus avoir les moyens de se soigner. Monsieur Joshua, Monsieur Marie et Monsieur Miron, vous n'évoquez jamais leur situation. Ce sont des millions de Français, des centaines de milliers de Marseillais oubliés que vous méprisez. Eh bien, cette mairie d'arrondissement, cette majorité bleu marine Front National, et à sa tête le maire que je suis, eh bien nous sommes fiers d'être les porte-parole de ces oubliés, de ces Marseillais, de ces Français que vous méprisez. Nous passons donc aux voix. Le rapport est donc mis aux voix. Qui est pour le manifeste en levant la main? Qui est contre? Qui s'abstient? On ne pense pas. Qui ne participe pas au vote? Nous, on ne prend pas la mascarade. Voilà. Vous êtes une mascarade à vous tout seul, monsieur Miron, ça suffit comme ça. On voit le compliment, monsieur. Moi, il ne suffit pas de Regardez, vous avez bien mérité la couronne de Madame André, monsieur Miron. Vous avez bien mérité la couronne. Vous fait peur. Vous avez bien mérité la couronne. Je ne chante pas. Vous savez, moi, je suis dans le réel. Et j'observe, je vous vois tourner. Vous devez prier pour la décision de la désormais. C'est pas à gauche toute, c'est même plus ça, c'est la cité toute entière et uniquement. Vous méprisez, vous faites un pari électoral ou électoraliste, vous pariez sur des zones électorales où le flot électoral est peut-être important. Et c'est un pari, vous comprenez, c'est un pari. Et écoutez, les électeurs trancheront l'année prochaine. Vous savez ce qu'ils ont déjà pensé de vous à l'occasion des municipales et des départementales. Alors, le rapport est donc adopté à la majorité. Rapport suivant, puisqu'il en reste deux. Est-ce que cela vous intéresse, mesdames? Non, madame Masse, vous allez faire son petit rapport. Non. Alors, 97. C'est pour moi. 97. Réfection des toitures et travaux annexes dans 3 gymnases scolaires des 13e et 14e arrondissements. Approbation de l'affectation d'autorisation de programme relatif aux études et travaux. Vous avez le rapport sous les yeux. Donc il s'agit de 3 gymnases qui sont les gymnases de Saint-Jérôme Centre, 15 avenue de Saint-Jérôme, le gymnase du groupe scolaire Saint-Jérôme Suzini, 2 traverses Charles Suzini, groupe scolaire La Visitation, son gymnase, avenue des Égalades au 14e. Donc des travaux, en tout cas une approbation pour l'affectation de l'autorisation de programmes relatifs aux études et aux travaux pour ces 3 gymnases, en particulier les toits. Nous avions alerté la mairie centrale, en particulier sur celui de Saint-Jérôme, dans lequel il y a de l'amiante aussi. Et en espérant bien sûr que les travaux, lorsqu'ils débuteront, que tout soit fait au préalable et dans la concertation. Je ne doute pas, monsieur Miron, que vous avez l'intérêt général au cœur, surtout dans ce secteur, surtout dans cette circonscription, que vous aurez à cœur donc de tout faire pour que les activités qui s'y produisent eh bien, puissent être accueillies, si ça devait être nécessaire, dans d'autres structures de nos quartiers sur lesquels vous avez la main. Monsieur Joshua, est-ce bien nécessaire?
Oui, vous pensez que c'est pas nécessairement pertinent. Allez-y, on est bref. Merci de votre tolérance, monsieur le maire. C'est légendaire. C'est tout à fait sincère. Pas pareil, dans sa- Si j'ai bien compris votre introduction, si j'ai bien compris votre introduction, vous allez voter d'une manière favorable à ce rapport. Ce rapport va coûter aux contribuables. Nous sommes bien d'accord? Obligatoirement, c'est sûr. Donc la question que nous sommes en train de discuter, c'est de savoir s'il y a de l'argent pour faire tout ça. Pour faire ce que vous avez dit là, plus les pauvres de Marseille, plus les pauvres nationales, plus tout ça. La vraie question, monsieur le maire, c'est savoir si nous avons cet argent disponible. Ici, peut-être que oui, peut-être que non. Mais des richesses dans ce pays, dans l'Europe, il y en a par milliards. Et ces richesses-là, au lieu de mettre en opposition les gens d'en bas, allez regarder les gens d'en haut, vos copains, vos milliardaires, Jean-Marie Le Pen, allez leur prendre l'argent à eux. C'est ça la véritable question. Évidemment, dans les descriptions que vous faites, en disant il y a du malheur, il y a ci, il y a ça, nous sommes pris par là, mais après ça fait 30 ans que nous avons une politique absolument scandaleuse qui appauvrit le pays, qui appauvrit l'Europe, qui appauvrit le monde, des politiques libérales, des politiques capitalistes. Alors si on s'en prend à ces politiques, bien sûr qu'on trouvera l'argent. Alors toutes les argumentations que vous développez à ce propos-là, vous allez nous faire voter favorablement à ça. Donc on va sortir de l'argent. Et au bout d'un moment, on va nous dire qu'il n'y en a pas assez. Mais il y en a de cet argent. Alors dans tous les discours que vous avez depuis 2 ans et demi maintenant, jamais, pas une fois que vous avez fait la description de la situation misérable dans laquelle nous sommes plongés, pas une fois vous nous avez indiqué comment on fait faire pour le récupérer en haut, pas en gens d'à côté, en haut. Et ça, monsieur le maire, c'est une divergence évidemment tout à fait fondamentale qui ne peut pas se retrouver si facilement, mais c'est quand même un débat. Ça ne peut pas être mis de côté. L'argent, il y en a, les profits du CAC 40 pendant 1 an, ça peut permettre de couvrir tout ce que vous avez développé, plus les 30 malheureux que nous allons accueillir à la Cour. La finance internationale, la finance apatride. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Joshua. Il y a de l'argent, il y a des milliards qui circulent et qui vont dans les poches des mêmes, dans ces banques qui nous étranglent, dans cette loi de 73 qui a voulu que nous soyons obligés d'emprunter sur les marchés financiers à des taux prohibitifs plutôt que de continuer à emprunter auprès de la Banque de France et qui veut que nous remboursions chaque année 50 milliards d'euros d'intérêt de la dette, seulement d'intérêt de la dette. Si nous avions continué à emprunter à taux zéro auprès de la Banque de France, nous aurions déjà remboursé la dette. Eh bien, cette politique ultralibérale, monsieur Joshua, je la combats, je la dénonce et je la combats jusqu'au bout, mais vous apporterez vos voix aux représentants de cette politique, tant au niveau législatif l'année prochaine, et peut-être, et sans doute, assurément, puisque vous l'avez vous-même évoqué, la prise de pouvoir de Marine Le Pen en 2017. Alors entre les 2 tours, vous vous précipiterez pour faire barrage et vous apporterez vos voix à l'ultralibéralisme et au mondialisme. Et vous serez une fois de plus incohérents. Nous mettons ce rapport aux voix qui est pour le manifeste. On va la main. Merci pour eux. Avant le dernier rapport, je remercie bien sûr les services, Madame Ablot, l'ensemble des services qui ont préparé ce conseil et qui nous a conduit, je précise, que nous avons abordé environ 24 rapports et que nous avons dû, eh bien, rejeter 29 rapports, heureusement, on n'était pas couché, 29 car arrivés hors délai. 21 ans que les experts de la majorité sont aux commandes à la mairie centrale. 21 ans, ils ne sont toujours pas capables de nous envoyer des rapports dans les temps impartis. C'est quand même assez audacieux de leur part de nous faire la leçon, encore une fois. Alors, merci donc aux services et à mon cabinet, Madame Hans, pour leur travail, aux élus, aux associations, Monsieur Cambier, bien sûr, aux associations et aux habitants d'avoir fait le déplacement, d'avoir fait l'honneur d'assister à l'intégralité de ce conseil. Donc nous passons au dernier. Il y a Madame la sténotypiste qui va devoir tremper ses doigts dans de la glace à l'issue du conseil. Dernier rapport de 98, modernisation du stade Rose-Rolandin, avenue Albert Einstein, de la pelouse synthétique, de la rénovation, accessibilité PMR, espace de convivialité, locaux d'accueil, comment être contre. Évidemment, nous ne pouvons être que favorables. Tout cela
Vous voulez vous exprimer, Monsieur Marie? Je compléterai. Monsieur Marie. Oui, monsieur le maire, je souhaite intervenir en conseil municipal sur ce rapport, mais comme il est classé tout en fin de conseil, je n'ai peur de ne pas disposer de temps de parole, donc je me permets, monsieur l'adjoint au sport étant ici, de lui faire une suggestion. Donc, nous nous apprêtons à voter une autorisation de programme de 300 000 € d'études pour le stade hollandais, donc qui est vrai, qui est un stade de vétusté avancée, mais je lui suggérerais également quitte à augmenter cette autorisation de programme, à élargir ses études au stade de Canet-Floride et au stade de Gombert. Donc vous savez qu'on a deux clubs historiques sur le secteur, le stade de Saint-Gabriel et le stade de Gombert, qui n'ont pas le club de Château-Gombert, qui n'ont pas un outil de travail digne de leur palmarès, digne de leur histoire. Et donc le stade hollandais, effectivement, dans le temps, c'était le stade du football club des Vieux-Cyprès. Quand j'étais gamin, je jouais contre les Vieux-Cyprès. Là, je sais qu'il y a un nouveau club qui a émergé il y a un an, il y a environ un an. Donc c'est vrai que ce club mérite d'avoir un outil de travail à hauteur de son engagement citoyen, mais je crois qu'il ne faut pas oublier également les clubs historiques marseillais comme Saint-Gabriel et Château-Gombert. Et donc je proposerai à l'adjoint au sport un amendement au conseil municipal pour demander d'élargir ses études sur le stade de Canet-Floride, puisqu'on est tous d'accord que le stade de la Marine Bleue n'est pas possible, vu son état, de pouvoir le remettre en état, mais Canet-Floride et Gombert mériteraient un traitement tel qu'il est décrit dans ce rapport pour le stade de la Rose-Rolandaine. Monsieur Miron, non, pas de réponse. Oui, je sais que ça vous passionne ce qu'on peut dire ici. Vous permettez de rebondir sur les stades, et notamment de Gombert. C'est vrai qu'il a été décidé, pour des raisons abracadabrantesques, que le stade de Gombert n'accueillerait plus le football, les cages, les buts ont été démontés d'ailleurs. Il y a d'autres sports, notamment le baseball, je crois, c'est ça. Il n'y a pas de sous-métier, pas de sport non plus. Chacun doit pouvoir, autant que faire se peut dans cette ville, pratiquer son sport. Mais il est vrai qu'un noyau villageois comme Château-Gombert, qui ne cesse de grossir et qui, grâce ou à cause de la bétonisation, va accueillir des centaines, voire des milliers d'habitants, de nouveaux habitants, qu'il n'y ait pas de stade accueillant le football dans le noyau villageois de Château-Gombert, c'est quand même assez extravagant, puisque celui, comment s'appelle-t-il déjà, Malais, le stade Malais est condamné, l'alinéa devant en manger un morceau, le stade de Malais est condamné. J'ai entendu dire, peut-être que M. Miron le confirmera, que dans quelques années, il y aurait un stade au Technopole. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est une surprise que vous voulez nous garder? Avec plaisir. Ça permettra à nous tous en savoir plus. On va y aller. Alors je vous fais la réponse aujourd'hui, comme ça vous évitera lundi. Voilà, mais vous pourrez la reposer lundi parce qu'il n'y a plus de journalistes. Donc on va la faire lundi. Voilà. Donc, le maire de Marseille est généreux avec vous, il vous a laissé 20 minutes de plus. Le stade rajouter à cette délibération d'autres équipements, les deux que vous avez cités ou d'autres. Vous savez, on fait une délibération d'études au fur et à mesure. Une quand on a un certain nombre de moyens. On a pris un accord avec le préfet pour cet équipement-là. Pour les autres, il faudra attendre un petit peu, puisque les choses se font une fois par an, notamment à travers le CNDS et les financements, puisqu'on va aussi demander un certain nombre de financements complémentaires. Pour ce qui est du stade de Gombert, je sais que vous avez fait une proposition, en tout cas vous souhaitez remettre le stade des Nouvelles qui ne sera jamais aux normes. Jamais aux normes. Donc vous souhaitez, avec votre réserve parlementaire, vous aviez fait le même coup à la Morelle pour le stade de proximité aussi, et on n'a toujours pas vu la couverture. Donc il est prévu que lorsque nous réaménagerons l'espace du stade Malais, que nous fassions effectivement, et c'est en train de se mettre en route, un autre stade ailleurs pour ce grand club de Château-Gombert. Tout le monde le sait. Peut-être que vous n'aviez pas eu cette information. Mais je l'ai expliqué aux différents clubs. Voilà, je l'ai expliqué au club, notamment au club de Château-Gombert. Alors pourquoi vous laissez croire que de manière autoritaire, arbitraire, j'aurais levé le club de Château-Gombert du football pour mettre à la place le baseball.
Alors, oui, effectivement, il a fallu que j'y mette un peu d'autorité. Mais après avoir convoqué plusieurs fois la présidente, après m'être rendu sur place à titre personnel et incognito, et avoir vu des jeunes de ce club avec le maillot du club en train d'insulter le gardien. Également aussi, lorsque nous avions changé l'entrée... Celui qui colle les affiches, c'est ça? Pas du tout, personne ne les affiche pour moi dans ce cadre-là. Donc, lorsque nous avons aussi changé l'entrée, eh bien, la même présidente avec son mari se garait en vrac, et bloquer le portail pour faire rentrer les copains. Je crois qu'à un moment donné, je leur ai expliqué que nous étions là pour montrer l'exemple. Je leur ai expliqué qu'ils marquent des buts, c'est bien, qu'ils changent de division, c'est bien, mais je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que nos gamins soient éduqués. Et j'estime que le sport, notamment dans les quartiers au niveau où ça se pratique, eh bien, puisse bénéficier de cette éducation. Ça n'a pas été compris. Jusqu'à, et excusez-moi, je vais être grossier, jusqu'à ce que l'énergumène du club eh bien, soit interpellé par le chef de service des équipements sportifs qui arrivait, et le type était en train de pisser contre les vestiaires ouverts. Et quand on lui a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, il dit, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Et c'était un membre du club, donc je crois. Il y a eu un certain nombre d'échanges de courriers, il y a eu des explications. Alors ça arrange personne, bien évidemment, quand je dis ça. Parce que c'est trop cohérent, c'est trop dans l'esprit républicain, parce que je souhaite qu'on respecte les règles. Et là, il se trouve qu'un certain nombre de jeunes de ce club, ou de personnes de ce club, y compris des adultes, ne respectaient pas les règles. Et donc j'ai pris une décision pour éviter que les 400 personnes qui vivent autour soient sans arrêt ennuyées, pour que ces 400 personnes-là soient sans arrêt importunées. Eh bien, on a simplement repositionné les équipes ailleurs, et chacun peut jouer. L'équipe première de Château-Gombert joue sur le stade Amédée-Magnan, s'entraîne sur le stade Amédée-Magnan, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais pour les matchs, c'est pas nous qui décidons, c'est la Ligue de football et le comité départemental de football, appelé district. Voilà, je vous ai fait le complet, vous savez tout, je tiens à vos dispositions tous les courriers que j'ai échangés où tout est écrit. Merci, monsieur Miron, vous êtes extraordinaire. Parce que moi, je vous félicite pour avoir fait preuve d'autorité. Mais si vous fermez un stade au football parce que l'on s'est garé de travers, on l'arrache, il va falloir fermer le stade du Merlan. Car je reçois des plaintes quasiment quotidiennement de sportifs, de responsables du club qui se garent n'importe où, et empêchant les habitants de pouvoir sortir leur véhicule, nous le stationner, bien sûr, au Castor du Merlan. C'est déjà l'anarchie au Merlan. Est-ce que vous allez fermer le stade du Merlan? Si à chaque fois qu'il y a un jeune... De se garer, c'est des insultes qui ont été dites. Calmez-vous. Mais arrêtez-vous, vous êtes pitoyable. Vous êtes pitoyable, c'est pas Monsieur le conseiller municipal, calmez-vous. Restez maître de vos nerfs. Sachez entendre la réalité de votre gestion qui est calamiteuse. La gestion, nous le savons, capitale européenne, si vous fermez les stades à chaque fois qu'un gardien est insulté, ce que je condamne, messieurs, à chaque fois qu'un jeune urine, eh bien vous fermez tous les stades de Marseille. Il suffit de faire comme... Monsieur Miron, calmez-vous, on dirait monsieur Annibaldi. Calmez-vous. Je ne suis pas du tout énervé. Non, je ne peux pas énerver, vous piquez le crise. Ah, ce sont des menaces. Vous sombrez dans la menace. Le dernier stade de votre personnalité pointe. Et donc, monsieur Miron, vous avez fermé, vous empêchez un club de recruter, parce que c'est le problème. Le club est en train de péricliter parce qu'il n'a pas les moyens locaux de pouvoir s'exprimer. Et vous avez fermé ce stade parce qu'un jeune avait uriné, parce que quelques individus s'étaient mal garés. Il fallait convaincre votre collègue, Madame Posmentier, d'envoyer la police municipale à Château-Gombert, ça nous aurait changé. On aurait pu enfin voir à quoi elle ressemblait. Eh bien, vous aurez pu convaincre la police nationale de faire un tour. Parce qu'encore une fois, le monde du sport et du foot en particulier, nous le savons, hein, c'est un petit peu trop viril, il y a des mots qui fusent.
froid, qu'est-ce que vous voulez, on a envie d'uriner, on se retire pas. Alors il ne fallait pas refaire le stade de Frévalon, parce que les vestiaires n'ont pas été dégradés par le temps. Ça a été saccagé. Et vous n'avez pas jugé là que l'argent public devait être économisé. Au contraire, vous y avez mis davantage. Alors je constate qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Et 2 poids, 2 mesures. Et qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème sur un stade, on va vous envoyer le compte rendu et vous le fermerez. Je rebondis sur le stade des Mourets, qui effectivement n'est pas aux normes, mais peu importe. Et il faut que dans ce noyau villageois et ailleurs, les équipements de proximité que vous avez laissés, vous à l'abandon, soient rénovés. Et il est de notre volonté, après concertation, de faire de ce stade un nouveau stade, un vrai stade qui sera pas non, mais peu importe. Les enfants du club de Château-Gombert, jusqu'à un certain âge, pourront y faire leur match, en tout cas leur entraînement. Et le stade sera ouvert, et les habitants de Château-Gombert, et d'ailleurs, puisque c'est un stade de proximité, pourront enfin pouvoir jouer au football dans des conditions dignes de la 2e ville de France. Monsieur Miron, il ne tient qu'à vous. Je sais que vous avez le rapport sur votre bureau et que vous n'êtes pas très chaud pour le débloquer, comme le jardin Beaujard d'ailleurs. La population ne comprendrait pas, c'est ce que nous a fait comprendre vos chefs. Eh bien, la population, monsieur Miron, ne comprendrait pas que vous vous acharniez sur ce noyau villageois, sur ces noyaux villageois que constitue Château-Gombert, Saint-Mitre. Et parce qu'à Château-Gombert, il n'y a pas que des joueurs du village, il y a des joueurs qui viennent de Frévalon, il y a des gamins qui viennent des quartiers, des cités, et votre attitude risque de mettre à mal votre stratégie électorale. Alors, encore une fois, j'espère que vous saurez vous rappeler que Marseille est une et indivisible. Et que si vous mettez la main à la poche des contribuables pour les cités, eh bien les noyaux villageois aussi méritent que l'on fasse du sport dans des conditions dignes, et notamment du football. Et le sénateur que je suis, effectivement, a mis le dossier est monté, il est entre vos mains. Une grande partie de son enveloppe parlementaire dans ce stade, dans ce projet, comme celui du jardin Beaujard, puis nous verrons l'année prochaine pour le stade vous avez évoqué, je ne me rappelle même plus le nom, à côté du petit séminaire. La Morelle, voilà. Voilà, donc dans l'intérêt général, vous avez opté pour le baseball. Bon, pourquoi pas, il y a du foot américain à Saint-Jérôme. Il doit y avoir aussi du foot européen, on va dire, pour les gamins qui jouent dans le club de Château-Gombert, qui viennent de partout, et pour les habitants, car c'est un stade qui sera géré, mais qui permettra bien sûr aux habitants de pouvoir en bénéficier. Nous passons donc au vote du rapport 98-7S, qui est pour, on manifeste en levant la main. C'est beau l'unanimité. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre patience, votre persévérance. Ce sont les 2 conditions indispensables en politique, en plus de la loyauté. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée, et vive le sport!